Bonsoir à tous. On se retrouve après une petite semaine de vacances. On se retrouve en cette soirée caniculaire sur toute la France. Nous allons parler de Ravenne. Ravenne, capitale de l'Empire creuset de l'Europe. Donc le livre a été écrit par Judith Erin en anglais. Il est paru, en tout cas en français, en 2020. Le livre fait à peu près 430 pages et vous le trouvez au prix de 28 €. Je vous mets, hop, la couverture. Alors déjà l'auteur et le contexte, comme d'habitude, assez rapidement. Donc Judith Erin, c'est une historienne et archéologue britannique qui est née en 1942. Elle est docteure en histoire, elle a été professeure d'antiquité tardive et d'études byzantines au King's College de Londres et professeure d'histoire byzantine à Princeton. Donc on est en droit de se dire qu'elle connaît son sujet, et un érudit n'étant pas forcément par ailleurs un grand écrivain, on y reviendra. Pour le contexte, voilà, pour la biographie très, très rapidement, hein, je crois que ça a posé le personnage en quelques lignes, on sait à peu près à qui on a affaire. Pour le contexte, on a trois aspects. Le contexte du livre, le contexte, on dira, personnel, et le contexte du propos. Donc le livre, il est celui d'une experte de la période et du lieu, mais il rejoint deux tendances. D'abord, on va dire la première qui est celle des historiens à faire des livres grand public, aux côtés d'une production peut-être un petit peu plus érudite et un petit peu plus confidentielle. Et ensuite celle de l'histoire anglo-saxonne à faire un petit peu plus d'histoire narrative. Hein, le livre, c'est effectivement cela, c'est un livre grand public et un livre d'histoire avec un petit H et un S, autant que d'histoire avec un grand H et au singulier. Bien ou mal fait, on verra ça plus tard. C'est donc un livre, à mon sens, qui s'adresse particulièrement et premièrement à ceux qui ont beaucoup à découvrir, ou ceux qui projetteraient éventuellement de mieux connaître cette ville magnifique avant de la visiter. Ce qui nous amène à la deuxième composante du contexte, qui est personnel, hein, le contexte de votre serviteur. Au-delà du fait d'y être allé, vous voyez une magnifique photo tirée de collection personnelle. Je n'y ai passé qu'une longue journée, mais c'est un thème qui m'est cher, la ville, l'époque, l'Empire, l'étrange Italie byzantine, l'exarcade Ravenne, les guerres gothiques que j'ai couvertes dans une foire aux livres, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça n'est pas une soif inextinguible, ça n'est pas mon métier, l'intérêt va et vient, un livre de temps en temps, mais il est là. Et troisième contexte, eh bien le propos. De quoi parle-t-on ? Il s'agit, en tout cas on peut le penser au vu du titre, on en reparlera dans la dernière partie, au travers du prisme d'une ville, Ravenne, d'embrasser 3 ou 4 siècles d'histoire bouleversée, la fin de l'Empire d'Occident, théodorique, Byzance, l'arianisme, l'iconoclasme, les Lombards, l'apparition de l'islam, même si Ravenne ne sera pas forcément impacté directement, et enfin l'arrivée d'un nouvel empire en Occident, carolingien, en suivant la chronologie et bien l'impétueux flot des événements autour d'une cité à l'importance certaine. Alors j'aurais très bien pu en faire un dimanche historique, ça aurait, je pense, parfaitement collé, mais traiter l'histoire au travers d'une ville, ça oblige à énormément recontextualiser autour, et j'étais en train de lire le livre au moment où je me suis fait la réflexion. Ça m'obligeait donc à deux efforts, un effort intellectuel de tout recontextualiser, et puis un effort temporel, c'est-à-dire transformer cette lecture-là en un dimanche historique. Donc voilà, c'était un effort de trop, sans doute. C'est typiquement le type de livre dont je me serais servi aux côtés d'un livre plus académique ou d'une œuvre plus littéraire, hein, ce que j'avais fait à l'époque avec Procope de Césarée pour les guerres gothiques. Mais voilà, couvrir, on va dire, 4 siècles de l'histoire impériale d'une telle richesse, alors que finalement chaque thème c'est une étude possible, ça n'aurait pas eu de sens au travers de la seule Ravenne. Donc ce sera un dimanche littéraire.
en suivant le contenu narratif, en suivant le livre et en restituant un petit peu de matière avant de donner notre avis. Raconter le livre nous conduira de toute façon à raconter une partie de l'histoire, et très sincèrement, j'y viendrai à la fin, je ne suis pas sûr que l'auteur ait mieux réussi que ce que je n'aurais pu le faire. Enfin, dit comme ça paraît présomptueux, mais dans le sens où c'est très délicat, au travers d'une ville, de savoir où s'arrêter quand on parle de l'histoire impériale et de l'histoire de cette ville. Donc Ravenne, pourquoi et comment ? Le livre se découpe en plusieurs parties chronologiques, qui s'attachent souvent à un personnage autour de ce temps-là, c'est un peu la clé du livre. Donc pourquoi Ravenne ? Ravenne s'inscrit dans la crise du IIIe siècle et le premier déplacement de la capitale, c'est-à-dire de la cour impériale en fait, vers Milan, je crois que c'est en 285, par là. L'objectif est de se rapprocher du danger barbare, bien entendu, au nord, et dans le cadre de la tétrarchie, Ravenne devient d'abord une capitale provinciale. Après le court sursaut théodosien, on sait que ce sera un petit peu l'Alalie à partir de 395. La division de l'Empire de Théodose entre Honorius et Arcadius, Honorius que vous voyez représenté, sera assez peu heureuse. Et devant la menace barbare que contient encore un Stilicon, décision est prise de transférer la capitale d'Honorius à Ravenne, plus facilement défendable que Milan, dans son site portuaire et marécageux, bien fortifié et assez peu propice au siège, puisque marécageux et puisque portuaire. On attaque donc la première partie du livre entre 390 et 450, dans les pas de Galla Placidia. Galla Placidia, je ne sais pas si on en reparlera, peut-être un jour, sans certitude, mais c'est d'abord la fille de Théodose, et donc la demi-sœur d'Honorius. L'Empire est en désagrégation, Stilicon est exécuté à Ravenne sur des soupçons d'ambition impériale, et Rome tombe pour la première fois, je crois qu'on en avait parlé dans la tier list des peuples barbares, prise par Alaric, le roi des Visigoths, le 24 août 410. Véritable choc du temps qui bien fait sauter les barrières de ce que l'on pensait être imaginable et inimaginable. Galla Placidia, elle est capturée à Rome, à ce moment-là, elle épouse Ataulf, qui est le successeur d'Alaric, en 414, sans que l'on puisse déterminer si ce mariage, qui donnera, je crois, un fils mort en bas âge, soit l'œuvre de l'amour, de la politique, ou d'un désir de syncrétisme romano-barbare. Ravenne, la ville, est à l'écart des tourments, protégée et toujours centre du pouvoir impérial. L'Augusta Galla Placidia finit par être relâchée par les Goths, qui à l'époque vadrouillent encore en Italie et sont affamés. Et elle finit par être relâchée contre du blé, puisque son époux étant lui aussi décédé, bien, elle n'est plus rien pour le peuple wisigoth. Et donc elle épouse Constance, co-empereur d'Occident, qui lui aussi va mourir assez rapidement, et une fois son demi-frère, donc Honorius, trépassé sans enfant, c'est le fils qu'elle a eu de Constance, le futur Valentinien III. On met ce petit dessin de famille, j'allais dire cette petite photo de famille. Donc ce sera le futur Valentinien III qui monte sur le trône, à cette époque-là, en fond de 6 ans au cœur de la crise impériale. Et c'est donc Galla Placidia qui va exercer une assez longue régence jusqu'en 438, je crois, exerçant toujours une certaine influence jusqu'à sa mort qui intervient, alors là j'en suis sûr parce que c'est pile poil, c'est 450. Et sa régence, c'est la continuation de la désagrégation impériale, en partie due à elle, en partie aussi due à la rivalité entre les deux grands chefs militaires du temps à Rome que sont Boniface et Aetius. Elle va essayer de jouer de ces rivalités-là, jusqu'à une certaine stabilisation une fois que Caesius est arrivé à la position prééminente. Dans le fond, Galla Placidia, dans sa période de régence, n'est pas pire impératrice que son frère Honorius ou que son fils Valentinien III. Elle va inaugurer un modèle impérial féminin qui sera amené à se répéter de temps en temps, notamment à Constantinople, et je suis désolé de le dire, ce seront des règnes au mieux médiocres, les règnes féminins à Constantinople. Mais Galla Placidia, on la retient
surtout pour ses constructions à Ravenne et le mausolée qui porte son nom, que l'on peut toujours visiter aujourd'hui, bien que dans ce mausolée elle n'y repose pas et que à l'origine c'était plutôt une chapelle qui était attachée à une église qui est aujourd'hui détruite. Vous voyez ici le petit mausolée d'aspect humble à l'extérieur, mais en contraste avec une certaine magnificence intérieure. Je crois que j'ai mis juste après voilà, la photo de l'intérieur. Alors que pour le coup, je ne crois pas que ce soit des photos personnelles, je me souviens plus, hein, ça fait un certain temps. Mais je ne crois pas. Vu l'angle de vue, ça me paraît assez compliqué. Alors on peut ajouter d'autres constructions, hein, Saint Jean l'Évangéliste aussi qu'on lui doit, mais bref, son règne agrandit Ravenne et rétrécit l'Empire, mais son échec est surtout celui d'une mère, puisque son fils Valentinien III se révèle un ahuri absolument impréparé au pouvoir, et sa fille sera au mieux, et pour rester poli, une semi-mondaine entre liaison honteuse et appel direct à l'ennemi 1 pour contracter mariage. Une trahison qui réussit le tour de force de choquer tout le monde dans un empire pourtant à l'agonie. Sa mort en 450, qui clôture la première partie, hein, celle d'une forte femme sans aucun doute, mais d'une médiocre impératrice et d'une mauvaise mère. Et donc voilà pour la fin de cette première partie. La seconde partie du livre couvre elle les années 450 à 493, qui sont, on va dire, les années de transition pour Ravenne, d'un pouvoir à un autre, puisque l'Occident de Valentinien III ne mesure pas encore que le centre de la gravité impériale s'est déplacé vers l'Orient et Constantinople. Valentinien III, c'est celui qui fera assassiner Aetius pour d'assez obscures raisons, hein, et puis de fait il signe lui-même sa fin puisque son général sera vengé par ses fidèles et l'empereur sera mis à mort peu après en 455. Et par voie de conséquence, sa veuve fera appel aux Vandales à son secours qui viendront emporter la famille impériale et ravager Rome une seconde fois, mais ça pour le coup, on en reparlera un jour. C'est une certitude, c'est déjà prêt. Bref, Ravenne traverse un petit peu la décrépitude de l'Empire jusqu'à sa fin, se dotant sous le pouvoir des évêques de nouveaux joyaux de l'architecture. Vous voyez ici un des deux baptistères très connus de Ravenne, hein. Vous avez le baptistère des orthodoxes et le baptistère des ariens. Cette continuité, elle est rompue par Odoacre, en tout cas c'est ainsi qu'on retient scolairement, j'ai envie de dire, la date de 476, Odoacre qui s'empare de Ravenne après une révolte. Mercenaire barbare qu'il est, actant le transfert du pouvoir, transfert en fait pour le coup, une fois qu'on a dépassé le stade scolaire, dans une continuité impériale juridique, civile et militaire, même si elle est effectivement de façade. Et force est de constater que cet homme, qui est quasi inconnu, hein, on en avait d'ailleurs parlé dans la tier list des peuples barbares, va constituer un pouvoir italien stable pendant 17 ans, ce qui est un tour de force. Tout a changé pour que rien ne change finalement, puisque les barbares étaient déjà là et que les Romains eh bien, sont toujours là dans ce royaume d'Odoacre. Le véritable changement étant que seul Constantinople, et non Ravenne maintenant, peut se prévaloir de la titulature impériale. Mais c'est un premier temps de répit, on va dire, pour l'Italie, que cette mise en place du royaume d'Odoacre. Vient alors Théodoric, et là pour le coup, j'ai raconté tout ça il y a quelques années, donc Théodoric, consul et magister militum, Ostrogoth, en partie élevé à Byzance en tant qu'otage, à la fois allié et ennemi de l'Empire d'Orient selon les circonstances. Il va être envoyé par l'empereur Zénon contre Odoacre, qui a fini par devenir un pouvoir rival encombrant dont on aimerait se débarrasser, hein, on va essayer de faire d'une pierre deux coups. Arrivé en 489 dans le royaume, on va dire sur le territoire italien, il met le siège en 491 devant Ravenne après 2 ans de durs combats. Et après 3 ans de siège supplémentaire, preuve du caractère assez bien fortifié de la ville, un modus vivendi est trouvé sous l'égide des autorités ecclésiastiques, modus vivendi qui sera très vite interrompu par l'assassinat d'Odoacre par Théodoric lui-même au cours d'un banquet qui va le couper en deux selon la légende. Salut Pierre, salut. Bon dimanche soir à toi. Donc j'ai déjà parlé du royaume de Théodoric, fondé sur les ruines de celui d'Odoacre, de la présence gothique en Italie,
minoritaire, militaire, élitiste, religieuse aussi. Théodoric va se couler dans le syncrétisme déjà bâti par son prédécesseur, avec des Romains qui vont payer l'impôt d'argent, qui doivent ne plus être armés, et des Goths, en tout cas l'élément barbare au sens large, qui doit former au mieux un dixième de la population, et qui lui doit payer l'impôt du sang. Vous avez ici le royaume ostrogoth. On ne se mélange donc pas, mais on cohabite sans problème. Encore une fois, je fais assez vite puisque c'est un sujet qui a été largement traité dans une vidéo assez longue à l'époque des foires aux livres. Donc Théodoric est le roi puissant d'un régime stable, s'appuyant sur les grandes familles sénatoriales romaines, essayant de respecter, on va dire, un équilibre religieux délicat entre arianisme germanique et catholicisme romain, ou en tout cas doctrine nicéenne, un régime aux constructions notables, théoriquement soumis à l'empereur d'Orient, et avec une diplomatie quand même extrêmement solide. Ravenne devient en fait, puisqu'il faut parfois recentrer sur Ravenne, mais c'est toujours délicat, encore une fois je reviendrai dessus à la fin, et Ravenne devient donc, on va dire, un ersatz de la Rome intellectuelle, hein. On connaît Cassiodore, Boès, et de la Constantinople architecturale, hein. Vous avez ici Saint-Apollinaire le Neuf. L'intérieur, que je ne développe pas plus que ça, puisque on en parlera dans une tier list, mais je garde encore un petit peu le secret sur les futures magnifiques tier list que nous ferons. Mais bien entendu, vous voyez que l'édifice n'est pas dans son état d'origine, entièrement en tout cas, mais les mosaïques que vous voyez sont bien des mosaïques du 6e siècle. Allez, je rentre un peu dans les détails, mais la partie basse normalement a été conservée. Non, plutôt la partie basse a été refaite, puisque c'est celle qui était arienne, et c'est la partie haute qui a été conservée. Voilà, la partie basse a été refaite une fois la ville reprise par l'Empire. Voilà. Mais on aura l'occasion encore une fois de parler de tout ça. La ville de Ravenne compte environ 10 000 habitants à cette époque, hein, au début du 6e siècle, ce qui est assez important, sans être non plus gigantesque. Et donc à sa mort en 526, à Théodoric, bien, on le sait, hein, l'édifice va se craqueler, comme souvent dans le cadre d'un pouvoir bien personnel marqué, et puis de structures administratives que l'on pourrait qualifier de lacunaires. Ces 33 années de règne sur Ravenne vont être vite balayées, encore une fois, hein. Théodoric, malgré son titre de roi d'Italie, règne bien à Ravenne, hein. Il fera une visite à Rome, dans tout son règne personnel. Visite importante, mais une seule visite. Sans dire en plus que, j'avais déjà dit que les Ostrogoths finiront disparus dans l'histoire. Il nous restera ses constructions, et notamment son mausolée bien connu en pierre d'Istrie, qui est, à dire vrai, un petit peu austère quand vous y allez. Voilà, c'est pas très impressionnant. La technique de construction pour le temps a été très impressionnante, mais effectivement quand vous y êtes, bon voilà, c'est pas la chose la plus magnifique que vous verrez à Ravenne. La situation du royaume va se tendre très rapidement. La fille de Théodoric, Amalazonte, qui va exercer la régence, va avoir beaucoup de mal à lier les éléments gothiques et romains que la fin du règne de son père, qui s'est déroulé assez difficilement, puisqu'on a eu quelques notables exécutions, et même quelques exécutions de notables, j'ai envie de dire. Ces deux éléments-là avaient été largement éloignés à la fin du règne de son père. Et donc la mort du fils d'Amalazonte, qui devait succéder, et ses bonnes relations personnelles avec Constantinople vont fournir les raisons nécessaires à son assassinat. Et donc un casus belli à son protecteur Justinien, qui vient en plus de triompher des Vandales. Et donc cela ouvre la 4e partie du livre, qui s'étend de 540 à 570, et qui recoupe en gros, disons, les guerres gothiques et le retour de l'Empire d'Orient en Italie. Donc encore une fois, si j'avais parlé de Théodoric, j'avais encore plus parlé de cette longue guerre qui va ravager l'Italie, donc je ne vais pas l'évoquer en profondeur. En mai 540, Ravenne redevient propriété impériale romaine, disons, et malgré la guerre qui va durer, elle, encore longtemps, cette présence impériale va durer un petit peu plus de 200 ans. Comme symbole du retour impérial et, j'allais dire du catholicisme, encore une fois plutôt de l'orthodoxie nicéenne, c'est en 547 que s'achève la construction de Saint-Vital,
que vous voyez là, alors qui pour le coup est un bâtiment magnifique. Alors construction bien entendu entamée 20 ans avant, hein, je crois que c'était un petit peu après la mort de Théodoric, avec, comme vous voyez, cette curieuse base octogonale, et ces mosaïques bien connues, puisque les figures laïques sont généralement rares dans les églises, féminines encore plus, et dans Saint-Vital, vous avez le couple impérial, donc Justinien et Théodora, qui marque de sa présence la puissance retrouvée de Constantinople jusqu'à Ravenne. Encore une fois, j'en parle pas plus, on a une tier list à venir, je laisse un peu de suspense. Donc la ténacité d'Ego sous Totila puis Vitiges, hein, qui vont se succéder, va prolonger la guerre jusqu'en 550 et quelques, 552 je crois. Ténacité qui est aggravée par la peste justinienne qu'on connaît bien, va ratiboiser l'Italie, va ratiboiser sa population, ses richesses, ses infrastructures urbaines puisqu'elles ne sont plus entretenues, ce qui sera en grande partie la cause du déclin pour quelques centaines d'années, hein, à mon sens un demi-millénaire, hein, d'une Italie qui avait jusque-là été beaucoup plus épargnée que ses voisins par les prédations et les destructions. Et la résistance ostrogothique, elle est aussi possible parce que la population est certes lasse hein, de la guerre, mais le retour de l'administration impériale est souvent assez mal accepté, surtout sa tendance à l'imposition exorbitante et réclamée justement. Hein, et d'autant plus que l'Empire, ça se sent déjà, même si encore une fois c'est, comment dirais-je, de l'histoire des mentalités un petit peu, c'est très délicat à restituer, mais on sent déjà un empire tourné vers l'Orient dans lequel l'Italie a parfois un petit peu du mal à se reconnaître. Même si encore une fois ça peut se discuter au moment précis de la reconquête. C'est plus la difficulté de cette dernière et les prédations qui vont éloigner l'élément natif de la nouvelle Rome qui est Constantinople. La fin de la guerre sous Narsès fait donc hériter à Justinien d'un important symbole, Rome et l'Italie, mais aussi d'un poids mort économique. Et finalement, sa pragmatique sanction de 554, je crois d'ailleurs que j'en avais parlé, rétablit un petit peu son droit, la situation héritée d'Ego, acte la transition du pouvoir à Rome vers l'évêque de sa ville, le pape, et du fait notamment de la classe sénatoriale qui a disparu dans le conflit. Je vais me permettre juste de boire un tout petit coup. Comme vous pouvez le sentir vous-même, il fait une petite chaleur. N'empêche, pour en revenir à notre ville chérie, Ravenne reste la capitale et le siège des quelques centaines de fonctionnaires impériaux dans un pays largement tombé en anarchie. Le retour de l'Empire signifie aussi la fin de l'arianisme des maîtres barbares qui sont privés de droits et spoliés avec comme on a dit, hein, l'impact architectural, j'en ai parlé il y a quelques photos, hein, notamment la disparition de Théodoric, de son palais, des mosaïques de Saint-Apollinaire. Et donc c'est sur une Ravenne presque agrandie, presque embellie, et surtout impériale, mais dans une Italie ravagée et divisée, que s'ouvre la 5e partie, qui couvre un temps qui va de 568 à 643. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ce qui constitue l'un des derniers épisodes de ce que l'histoire a retenu comme les grandes invasions, hein, on en a fait une tier list, déferlent les Lombards du roi Alboin sur l'Italie. Les Lombards, bien entendu, ne sont pas des inconnus, hein, dans l'Italie impériale, hein, ils ont déjà été de redoutables et sans pitié mercenaires païens lors de la reconquête, hein, employés par les Byzantins. Et finalement, avant même que n'ait pu se reconstituer un pouvoir civil et militaire cohérent, c'est donc le flot d'un peuple, alors soumis lui aussi à des pressions, notamment des avares, mais c'est le flot d'un peuple qui arrive, et en plus de ça, alors que l'Empire est soumis à des attaques slaves et orientales qui l'empêchent d'affecter des ressources sur ce front. Et donc très vite, toute l'Italie du Nord tombe, et Ravenne devient le lieu de contrôle d'un territoire finalement assez disparate. Je vous ai mis la carte ici. Vous voyez ce territoire donc, qui va, on va dire, du Latium jusque, en gros, à la Vénétie en haut et à la Ligurie. Il y a pour un temps, autour de 600. La réaction est lente, et donc, comme vous le voyez, finit par se constituer un exarcat palliatif assez original, finalement, pour contrer bien la désagrégation de l'autorité impériale sur l'Italie. C'est une première.
Ravenne va rester à cette époque-là cette interface un petit peu multiculturelle entre l'Empire et l'Europe, c'est la porte d'entrée, sans être d'ailleurs spécialement bouleversé par le recul impérial, ça reste un bastion prospère, ouvert sur l'Adriatique et donc le siège de l'Exarcat. Le titre lui-même d'Exarque, semble-t-il, avait précédé eh bien, l'établissement de cette circonscription administrative et surtout militaire. La première mention du titre, on le sait, elle est datée du début du 7e sous l'empereur Maurice, normalement, si je me rappelle bien. Et donc l'idée, c'était de concentrer entre les mains d'un fonctionnaire impérial à la fois la responsabilité de l'administration civile et de l'administration militaire du territoire impérial italien. Vous voyez, hein, le territoire il est centré sur la liaison routière entre Rome et Ravenne, qui traverse l'Ombrie, hein, Pérouge. Liaison en plein milieu des Apennins. Liaison toujours d'actualité et route très difficile d'ailleurs. On en reparlera de l'Ombrie dans quelques temps. Finalement, on parle de tout. Et donc, en cet état, l'Exarcat précède un petit peu et annonce la création des thèmes impériaux qui viendront un petit peu plus tard. C'est la réponse, on va dire, pragmatique à une crise qui est réelle, puisque l'invasion des Lombards, elle est assez foudroyante et qu'une grande partie de l'Italie tombe assez rapidement. Les coffres impériaux sont vides, le mercenariat pèse, les villes sont désertées au bénéfice des campagnes qui présentent la possibilité d'une subsistance pour la population. Et on va avoir des révoltes qui se multiplient dans l'Empire, on le sait, Phocas puis Heraclius. Bref, l'Exarcat, c'est une première réponse qui centralise les pouvoirs dans une périphérie quelque peu en crise. Les thèmes seront une réponse foncière et militaire efficace un petit peu plus tard. Et c'est dans ce contexte troublé en plus que monte sur le trône pontifical Grégoire Ier, Grégoire le Grand, érudit, épistolier, ami des empereurs, théologien. Son règne qui est assez court en tant que pape, enfin assez court, un règne de 14 ans, mais qu'on a retenu, est assez capital par sa personnalité qui marque le début en fait de l'indépendance pontificale, par sa volonté d'assurer son statut d'autorité religieuse et le pouvoir donc, de Rome face à Ravenne. Éternel combat du séculier et de l'ecclésiastique, mais qui trouvera sa conclusion quand l'Empire ne saura plus incarner le séculier, ce sera un problème. La position de l'exarque de la première moitié du 7e, c'est donc une position assez atroce, on va dire assez complexe, pour de multiples facteurs qui sont plus ou moins proches. Il est dans un état de guerre épais, alternative, permanent avec les Lombards. C'est l'époque d'ailleurs où se constitue Venise, hein, c'est à la fin du 6e siècle, au moment où arrivent les Lombards. Il est dans une Italie encore appauvrie, avec une Rome en plus qui s'affirme face à Ravenne, une Constantinople qui regarde ailleurs, un manque d'hommes, un manque de moyens pour faire plus que tenir ce qui peut l'être, finalement se faire grignoter petit à petit. L'exarcat en plus est pas forcément épargné par les révoltes et les usurpations, qui est une problématique de gouvernance de toutes les provinces excentrées du, on va dire, d'un lieu aussi, d'un empire aussi centralisé que peut l'être l'Empire byzantin autour de sa capitale. Se maintient donc ce qui peut l'être. Vous voyez ici le sarcophage d'Isaac l'Arménien, qui est un exarque, hein, vous voyez juste en dessous la base, c'est le réemploi d'un sarcophage paléo-chrétien. Et donc vient la quatrième partie qui s'ouvre, on va dire, avec le temps des conquêtes de l'islam, entre 640 et 685. Alors on vient pas aussi sur la fin du règne d'Héraclius, très délicat, sur les problèmes civils, les problèmes religieux et militaires qui marquent les débuts de l'expansion de l'islam, hein, sur décision tactique d'abandon du Proche-Orient, enfin bref, peu importe. Le sujet ici c'est Ravenne. Et en effet, c'est Ravenne parce que si la crise qui est induite par l'expansion de l'islam provoque le rétrécissement considérable de l'Empire, on le sait, la perte de 2/3 de ses revenus fiscaux, des transformations vraiment très profondes en tout point, ben ça provoque aussi un recentrage vers les provinces périphériques un petit peu plus épargnées, dont l'Italie, qui retrouve alors une certaine importance. Et ce recentrage se double d'une crise religieuse, puisqu'Héraclius a choisi, sur la fin de sa vie, même si on n'en est pas certain, mais il semble qu'il l'ait fait, choisir très clairement de faire profession de monothélisme. C'est très compliqué, disons que le monothélisme, une seule énergie, une seule volonté chez le Père et chez le Fils. Et donc religion et politique, c'est une hérésie. Et religion et politique étant à l'époque inextricables, la crise est forcément aiguë, surtout qu'à Rome se succèdent au même moment, entre 642 et 715, des papes qui sont hellénophones, et donc qui sont tout à fait aptes à comprendre et contester toutes les subtilités constantinopolitaines, et donc à s'y opposer.
Et qui dit problème théologique, dit problème de loyauté à l'Empire, vu l'importance de la chose en ce temps. Et dit donc problème pour l'exarque, puisqu'il est le représentant d'un empereur en conflit avec l'autorité romaine, qui doit en plus gérer les Lombards, lever des taxes, alors que l'Italie commence à ne plus voir dans l'Empire un protecteur orthodoxe, mais un producteur d'hérésie. On le sait, le conflit est assez sérieux pour que le pape Martin IV soit arrêté à Rome, jugé à Constantinople, puis exilé. Ça procède de deux impératifs et de deux mouvements, on va dire, contraires. Un empire qui doit nécessairement retrouver l'unité religieuse et rallier notamment le monophysisme, qui est en première ligne face à l'islam en Afrique du Nord. Une politique qui sera d'ailleurs très rapidement abandonnée, puisque avec la perte de l'Afrique du Nord, ça n'avait plus de sens que de favoriser les monophysites. Et une Rome qui, de l'autre côté, n'a pas du tout ces préoccupations-là et peut se permettre de contester les fondements théologiques choisis par la politique impériale, au nom, encore une fois, de l'orthodoxie. En 662, on en avait parlé dans la tier list des empereurs, l'empereur Constant II, je vous mets la carte de l'Empire en 650, l'empereur Constant II prend la décision inédite de se rendre en Sicile, il se fixe à Syracuse, dans le but de déplacer le centre de gravité de la guerre maritime à partir d'une zone sûre qui est la Sicile, en tout cas sûre à cette époque-là. Et avec le premier siège de Constantinople à venir en 667, Constant II est assassiné dans son bain à Syracuse. Il est possible sans certitude que, devant la possibilité de perdre la capitale, des membres de son entourage aient voulu sécuriser l'Italie à leur profit, ce qui est assez mal connaître l'Empire et sa résilience, hein, puisque l'ordre sera rétabli, le siège levé et Constantin IV sera proclamé empereur. Et voilà qui clôture cette quatrième partie du livre. La septième partie couvre, elle, de 685 à 725. Elle est bornée par les deux règnes de Justinien II, hein, cet étrange empereur. Encore une fois, je renvoie pour ceux qui voudraient en connaître plus sur la tier list des empereurs. Bouleversé par toutes ces larges pertes de territoire et des chrétiens qui vont avec, l'Empire se perd à cette époque-là en théologie et en controverse avec Rome, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que quelque chose a changé dans les relations entre la capitale et Ravenne. Par exemple, lorsque Justinien II envoie des troupes arrêter le pape Serge, ce sont les milices de Ravenne qui défendent cette fois le Saint-Père. Alors Justinien II, on le sait, il est déposé en 695, il est envoyé en Crimée, on lui coupe le nez. Ce qui ne changera pas grand-chose, puisque Carthage est perdu en 698, ce qui recentre encore une fois l'Empire. À cette époque-là aussi, la Sicile devient un thème, ce qui concurrence le prestige de Ravenne, et Justinien II reprend le trône en 705, et il va se venger très rapidement des Ravennates, qui avaient soutenu sa déposition, en envoyant notamment le stratège de Sicile prendre la cité, emporter son archevêque, et tous les citoyens les plus éminents. Et on voit cette bascule du support impérial devenu, en Italie en tout cas, définitivement basé sur les éléments traditionnels grecs du sud de la péninsule. Devant cette décapitation des notables, Ravenne doit organiser un modèle civil indépendant. C'est, pour l'auteur en tout cas, l'émergence, en tout cas une prémonition, un début d'apparition des cités-états italiennes. À la limite, pourquoi pas, hein, après tout, peu de choses apparaissent ex nihilo, mais moi, à titre personnel, je ne prends pas la responsabilité de l'affirmer non plus. En tout cas, à la mort de Justinien II, tout ça est aplani, mais le pli a été pris, si j'ose dire. La chance de cette époque-là et la survie de l'exarcat repose sur le fait que les Lombards vont passer leur temps à se taper dessus entre deux épidémies, sauf qu'à partir de 710, ça se calme considérablement, et surtout, ils rejoignent le catholicisme. Alors, je vous ai mis la carte de l'expansion et de la conquête lombarde. Et donc la septième partie, qui est l'avant-dernière, et c'est celle du déclin définitif de la cité. Si Léon III, on le sait, hein, va rétablir la situation, hein, le siège de Constantinople, le second, il va fonder une dynastie, la dynastie isorienne, le prix à payer est important, notamment fiscal. Or, les provinces riches et épargnées d'Italie sont fatalement plus touchées. Ce qui passe mal, chez le pape notamment. Or, lorsque Léon III, l'empereur, va chercher à prendre possession de Grégoire II, le pape, cette fois ce sont les Lombards qui sont devenus bons chrétiens qui vont venir à la rescousse du Saint-Père. Cette bascule, elle se retrouve aussi à Ravenne, où on va avoir l'exarque qui va être assassiné. La ville n'est clairement plus le soubassement de la puissance impériale en Italie. On est déjà en quelque sorte chez les proto-guelfes et gibelins avant l'heure. Et très clairement, à partir de 720, la politique italienne de l'Empire bascule
dans la division, ce dont les Lombards vont profiter. Mais la vraie rupture définitive, c'est l'iconoclasme, adopté par Léon III, on le sait. Je développe pas l'iconoclasme en tant que tel, mais peut-être qu'on y reviendra d'ailleurs, mais c'est un tremblement de terre religieux, très clairement, c'est un véritable renversement qui est motivé par de nombreuses raisons, des justifications théologiques tout à fait audibles, même si la première préoccupation est sans doute avant tout politique. C'est vraiment un sujet très riche, très intéressant, si on est susceptible d'être intéressé. Ce n'est pas le cas de tout le monde, ça se comprend très bien. Et l'opposition de l'Italie impériale, et j'ai même envie de dire de l'Occident en général, elle est totale, et jamais l'iconoclasme ne sera appliqué sur ce territoire. C'est donc une réaction en chaîne qui est provoquée à la base par la conquête islamique, qui va fracturer Occident et Orient chrétien, recrudescence des taxes pour compenser les pertes, recentrage des préoccupations militaires vers l'Orient menacé, adaptation religieuse à l'ennemi, tout ça conduit à cette fracture. Et dans le même temps, les Lombards se font eux toujours plus pressants sur Rome et sur Ravenne. Le pape devient alors, si on peut dire, le négociateur en chef et le détenteur de fait du pouvoir impérial dans la péninsule, avec son territoire en expansion, une légitimité spirituelle, quand l'exarque, lui, voit son pouvoir civil et militaire finalement réduit à Ravenne et ses alentours. Bientôt se posera la question de la lutte entre la mitre et l'épée, mais ce sera pour plus tard. Les fondements s'y trouvent néanmoins à cette époque-là. Et finalement, Ravenne va tomber sans combat en juillet 751 aux mains des Lombards, et donc son rôle de capitale impériale s'arrête là, un petit peu plus de 200 ans après sa reconquête. Et l'Empire va se concentrer bien sur le réduit orthodoxe et hellénophone au sud de l'Italie. Le problème, c'est que le royaume lombard a d'autres ambitions, celle de créer un royaume consolidé territorialement notamment, et c'est à ce moment-là que le pape Étienne, qui est menacé, va faire appel aux Francs. On va avoir une intervention de première en 756, qui est un bordel total. Les Francs vont assiéger Pavie, qui est la capitale des Lombards, pendant que les Lombards vont assiéger Rome, que l'Empire romain réclame aux Francs le retour de Ravenne, Francs qui, eux, normalement devraient la donner au pape, les Lombards comptent la garder, enfin c'est tout un micmac. Et donc finalement, l'intervention franque, elle transforme l'espace méditerranéen à cette époque-là d'un axe, on va dire, est-ouest vers plutôt un axe nord-sud finalement. Et à ce moment-là, Ravenne va rester lombarde. Il faudra attendre 774 et le décapsulage du royaume lombard par les Francs, par Charlemagne, pour qu'elle change de main. La 9e et donc la dernière partie, c'est celle de Charlemagne, de 770 à 815, donc on a couvert, on va dire, à peu près 350 ans d'histoire. C'est donc la fin des Lombards, c'est le début de la prétention territoriale papale, assise sur la donation de Constantin, qui est un faux qui va appuyer les prétentions temporelles de la papauté, et qui va fonder bien une sorte de bascule identitaire et religieuse européenne en Occident, dont l'Italie va être le cœur. Si Charlemagne visite Ravenne en 787, c'est surtout pour y inventorier tout ce qu'il va pouvoir prendre pour sa capitale d'Aix-la-Chapelle. La ville va être l'inspiration architecturale de son palais. Ravenne reste bien entendu le modèle architectural de la domination impériale, que la papauté a entre guillemets un petit peu effacé de Rome. Et quand il va repasser dans la ville après son couronnement, ce sera pour emporter notamment la statue de Théodoric qu'il va placer devant son palais d'Aix. Vous voyez ici la chapelle palatine d'Aix, vous voyez quand même assez facilement d'où vient l'inspiration, ce qui est assez normal. Ravenne est à cette époque-là, on va dire, le lieu le plus proche de l'exemple architectural de la domination impériale. C'est la ville qui possède sans doute, avec Rome, mais Rome encore une fois est en décrépitude et en transformation, c'est la ville qui possède sans doute les bâtiments les plus impressionnants à cette époque. Et donc le rôle de Ravenne va aller ensuite en s'amenuisant, ça va rester un pôle politique qui conserve, on va dire, un certain prestige jusqu'au Xe siècle, un pôle religieux jusqu'à peu près la même date, et un pôle commercial dans l'Adriatique qui avance, qui sera la très rapide émergence de Venise qui va très facilement la supplanter. Elle devient ce qu'on peut visiter aujourd'hui, un petit monde un petit peu préservé, pas beaucoup plus, mais ce qui est déjà pas trop mal. Voilà pour le propos du livre. Alors pourquoi est-ce que c'est important et qu'est-ce que j'en ai pensé du livre? Alors, que retenir de ce voyage comme je l'ai dit, de près de 400 ans?
En fait, il est certain que l'heure de gloire de Ravenne est arrivée un petit peu trop tôt et d'une façon, je vais dire presque isolée du monde, mais plutôt que du monde, disons des pôles d'attraction de la Méditerranée à cette époque. Elle est arrivée, cette heure de gloire, dans un temps trop troublé pour laisser des traces. Ravenne et ses érudits dont les écrits sont perdus, Ravenne et son église trop proche de Rome, Rome qui est le cœur de la chrétienté, Ravenne et son pouvoir politique trop éloigné de Constantinople, Ravenne et ses richesses archéologiques, préservées mais aussi détruites, Ravenne perdue, Ravenne reconquise alors que les Lombards déferlent et s'emparent de l'Italie impériale. Alors on n'a pas tout perdu non plus, hein. Vous avez par exemple je vous ai mis là, c'est une reconstitution de la fin du 19e à partir des informations qui sont contenues, mais vous avez le cosmographe de Ravenne. C'est un petit peu l'équivalent de la table de Pottinger pour les Romains. C'est une compilation byzantine de tous les itinéraires impériaux, compilés par un clerc anonyme à Ravenne vers 700, donc ce qui prouve l'importance, on va dire, intellectuelle du lieu en ce temps. Toujours est-il qu'on ne peut pas juger sur ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on voit aujourd'hui à Ravenne ébahit très justement le visiteur, mais ça ne saurait faire justice à ce qui a été, donc de là l'impossibilité de juger de son importance par la simple vue, comme dans beaucoup d'autres endroits, hein, c'est une certitude. Et en plus de ça, il en subsiste sans doute beaucoup plus qu'ailleurs. Mais par exemple, Théodoric eût-il eu un fils, et Ravenne aurait pu être un des pôles principaux de l'Occident chrétien. Il faut savourer ce que la ville peut nous offrir dans son esprit si différent, vraiment profondément différent de la plupart des autres villes italiennes que j'ai pu voir, en tout cas, et j'en ai vu, c'est pas, absolument pas de l'avantardisme, mais j'ai beaucoup voyagé en Italie, donc ces mosaïques de laïcs, les seuls préservés de l'Antiquité parce qu'au sein d'églises, donc on n'y a pas touché, modèle ce modèle quel sera des souverains occidentaux dans le Moyen-Âge en formation, alors qu'à Rome, bien, surgissait partout l'architecture païenne qui était héritée de l'Ancien Monde, dont l'attrait ne sera reconnu, on le sait, que, j'allais dire 1000 ans plus tard, mais au moins 6, 7, 800 ans plus tard. Elle est la capitale par défaut d'un empire romain qui était agonisant, qui devient une ville symbole, qui devient aussi le pont entre deux mondes. Et finalement, bien, l'histoire se termine, et pas forcément en sa faveur, puisqu'elle a été, en tout cas c'est ce que je pense, ville témoin plus que ville actrice, mais elle reste un exemple de continuation dans un Occident sans trace ou si peu de son histoire du 5e au 8e. Elle concentre, c'est au doigt mouillé que je dis ça, hein, vous m'en voudrez pas, mais à mon avis, quasiment à elle seule, presque autant de patrimoine occidental de ce temps que des pays entiers. Et à mon sens, mis à part l'Espagne visigothique, je ne sais pas si on trouvera beaucoup d'exemples aussi purs de l'architecture du temps. Il ne s'agit pas de revenir sur les poncifs réels ou non des destructions, des réemplois, des pertes de toute cette époque, mais il est certain que Ravenne a une singularité. Elle est préservée parce que orientale et différente parce qu'elle a finalement, on a peu de syncrétisme romano-barbare qui a laissé une trace aussi pure et parfaite. Parce que ce syncrétisme s'est fait sur un moment court, donc sans transformation possible, là où les royaumes environnants, hein, c'est le cas du royaume des Francs, ont connu continuation et évolution qui ont fondu, si je puis dire, ces traces dans le temps, au fil des transformations. Et donc il faut apprécier la chance de découvrir une cité qui a été certes éclipsée par les faveurs reportées sur ses voisines au siècle suivant. Alors je vais parler du livre. Pas forcément bien, pas forcément non plus en mal, avec beaucoup de profondeur, disons. Le livre est pas mauvais, en fait c'est une question de goût, mais je trouve qu'il souffre de certains défauts qui sont certes en partie propres à ce genre d'ouvrage. Alors dès la première page, moi sur la carte, j'ai vu la Calabre placée à la place des Pouilles sur la carte. Alors c'est vrai que la Calabre que l'on connaît actuellement en Italie devient qu'à la fin du Moyen-Âge, hein, je vous passe les détails sur cette transformation, mais si on n'explique pas, les gens qui savent pas peuvent pas le deviner. Ensuite, c'est de l'histoire narrative, avec ses avantages et ses inconvénients. Moi, j'y suis pas opposé du tout, mais le problème, c'est d'avoir choisi, on va dire, un thème un petit peu accrocheur, celui d'une ville, qui serait le cœur de l'histoire, le creuset de l'Europe. Alors c'est peut-être juste un problème de titre pour vendre, mais l'idée de faire de l'histoire locale,
l'histoire d'un lieu qui permettrait par cercle concentrique de faire de la grande histoire, l'idée en soi est plutôt bonne. Or, en l'espèce, on ne sait pas tellement ce qui veut être raconté. Le livre, il est autant centré sur Ravenne que sur ce qui se passe autour, dans une proportion où l'on se pose un petit peu la question du thème approché. Ville, certes, mais traitée finalement de façon très chronologique par le biais de grandes figures. Alors on pourrait dire que ça tient au thème, hein, forcément que c'est pas grave, ce qui est vrai, mais on perd de vue un petit peu le but et la direction de la chose, et de fait on a l'impression que l'on a lu presque mieux sur l'un ou l'autre des aspects, c'est-à-dire qu'on aurait pu, on a lu mieux sur la seule ville de Ravenne en ouvrant, moi j'ai un, j'allais dire j'ai un guide, mais c'est vrai j'ai un guide qui est très bien fait, que j'avais acheté à l'époque, et même sur Wikipédia quasiment je pense que vous pouvez avoir une histoire de Ravenne qui est tout aussi bonne en tant que chronologie, et de l'histoire impériale, on a fait mieux aussi. Et cette impression, elle est un petit peu aggravée, ou même elle existe simplement parce qu'on ne sait pas tellement à qui ça s'adresse. Celui qui connaît toute l'histoire va pas y apprendre ce qu'il trouverait dans un livre d'érudition, et celui qui ne connaît rien va apprendre des choses auxquelles il comprendra rien, puisqu'il faut des prérequis à la fois de maîtrise de l'Antiquité tardive, de maîtrise aussi de l'espace italien dont on parle. Et donc, à mon sens, on peut déplorer un ensemble qui ne trouve pas forcément son ton, sa direction ou son public. On peut aussi déplorer des choses un petit peu plus restreintes. On a souvent des arguments qui sont assénés sans explication, du type, alors j'ai noté avec un trait, c'est même pas une phrase que j'ai notée, mais telle mesure génère une grande loyauté, prise par l'empereur. Pourquoi? On ne l'expliquera jamais. On peut aussi déplorer que chaque partie, elle ne compte seulement qu'un tout petit paragraphe sur la vie à Ravenne. Alors, ce paragraphe-là, il n'est pas toujours inintéressant, il est même souvent très intéressant. La disparition des noms de l'aristocratie traditionnelle, par exemple au début du 8e, par le remplacement par une élite militaire, c'est très intéressant de voir rien que les noms, la dénomination des gens qui se transforment. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être du détail, mais c'est très intéressant, c'est la vie des gens, c'est la réalité, c'est très bien. Mais tout ça, c'est expédié en quelques lignes, et c'est pas le seul point. Or, à mon sens, et je peux me tromper, mais pour moi, c'est ça l'histoire d'une ville aussi. Donc c'est vrai que parfois c'est frustrant d'essayer de saisir cet aspect de Ravenne et finalement vous glisse des doigts parce que c'est bien trop court. Alors il est vrai que Ravenne elle-même se construit entre Byzance et Rome sous bien des aspects, qu'il y a ce combat entre le spirituel et le temporel, que vont s'y reporter tous les grands échos de l'histoire qui interviennent ailleurs, mais on reste un peu dans cet entre-deux. Peut-être que c'est aussi une question de traduction, moi j'ai trouvé la traduction médiocre, au mieux. Et donc voilà, chronologie, politique, religieux, grande histoire, petite histoire, personnages, événements, on a du mal à saisir un petit peu le fil d'Ariane de tout ça, on parle de tout, on n'est pas sûr que tout soit vraiment développé. Est-ce que c'est de l'histoire de l'Empire au travers d'une ville? Est-ce que c'est l'histoire d'une ville au travers d'une époque? Est-ce que c'est l'histoire d'une ville au travers de l'Empire? Est-ce que c'est l'histoire des mentalités d'un lieu? Je suis très franchement, à l'issue de la lecture, j'étais tout à fait incapable de vous dire exactement de quoi il en retournait. Alors ceci étant dit, j'ai conscience que ça puisse être moi, hein, le problème face à la structure et face au ton de l'œuvre, au fait de raconter 400 ans d'histoire en 400 pages, c'est très difficile. En plus, au travers d'une ville, encore une fois, c'est presque plus simple de faire l'histoire de l'Empire romain d'Orient que l'histoire de Ravenne. Ça fait un peu tout ça, ça fait un petit peu, j'allais dire 2000 ans d'histoire, mais c'est trop vieux, Franck Ferrand raconte, si ça existe encore. Très bien, mais on est encore une fois entre deux mondes de l'érudition et du grand public. On y apprend toujours des choses, c'est un temps passionnant, enfin, en tout cas à mon goût. C'est intéressant de voir les forces centripètes à l'œuvre qui conduisent eh bien, finalement à l'éloignement des marges impériales du cœur de l'Empire, qui est à la fois un abandon militaire, une distance géographique, un éloignement culturel, une discorde religieuse, tout ça mêlé. Finalement, Ravenne appartenant à l'Occident d'un point de vue strictement géographique, sa position de bascule entre deux mondes et de première ligne dans la guerre entre l'Empire et ses ennemis ne pouvait sans doute pas être éternelle. En tout cas, au-delà du livre, je ne peux que recommander d'y aller. On y ressent vraiment encore une fois une atmosphère très différente du reste de l'Italie. Voilà, donc bien écoutez, une phrase et une note. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah, comme note, forcément un superbe jeu de mots, hein, Sylvain Tesson de Mosaïque sur 10.
Et la phrase, ah, c'est l'exil du pape Martin. Je cite. Il subit de dures épreuves. L'exil, les blessures, la faim, la nudité, la violence, les dangers, le mépris, le bannissement, la terreur, les chaînes, les coups de gourdin. Arraché à son pays, on le priva de son archevêché. Son corps ne voyant plus, il fut baigné de la lumière divine. On l'amena sur une falaise étroite dans le royaume du Pont, où il manquait de tout, mais le Christ était là qui lui servit de pain. Son corps et sa vertu furent enterrés, mais la grâce de Dieu le transporta de sa prison du Pont. Voilà, quelle belle époque, n'est-ce pas? Hop, alors. Voilà pour ce soir, mais finalement ça a duré un petit peu plus de temps que ce que je pensais. Nous nous retrouvons, donc il y a eu une seule vidéo cette semaine, j'allais dire entre guillemets, mais donc du coup dimanche, vous l'aurez sans doute demain. On a un programme assez chargé qui nous attend la semaine prochaine, puisque exceptionnellement, normalement, vous aurez 4 vidéos. La première donc sera mercredi, je reçois Valdo qui va nous parler de World War Z, le livre, que je connais pas du tout. Donc on aura l'occasion d'échanger là-dessus, pourquoi pas, c'est très intéressant. Jeudi 26, normalement, nous avons la seconde partie de la tier list des tanks qui a été décalée. Vendredi, je vais proposer sur le Discord normalement une partie de GeoGuessr. Et dimanche, de quoi parlons-nous? Je crois que l'on va parler de la civilisation. Ah non, je dis une bêtise, excusez-moi, dimanche c'est pas ça, dimanche on reçoit, effectivement, dimanche, il y a eu un dimanche historique, un dimanche analysme et découverte, donc on a un dimanche réception à la suite. Nous recevons Pierre, effectivement, qui va nous parler de la supplication, que je ne connais pas, dont je ne connais pas le livre, je ne connais pas l'auteur, donc ce sera l'occasion encore une fois de découvrir quelque chose, même si fatalement je me suis un petit peu renseigné quand même pour savoir de quoi on allait parler. C'est la moindre des choses, mais j'aurai pas le temps de préparer quoi que ce soit de particulier. Donc voilà, il y aura 4 vidéos, un programme chargé. Alors dimanche, je ne sais pas à quelle heure ce sera, je vais voir avec Pierre. Normalement, c'est 21h, mais si l'horaire ne lui convient pas, on sera en capacité d'éventuellement le décaler. Voilà, donc d'ici là, moi écoutez, je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude, et puis voilà, on se retrouve mercredi. Donc bon début de semaine à tous, à bientôt.